Bonjour à tous. Je commence par vous souhaiter une excellente année, comme je l'ai mis dans le chat, pleine de beaux projets de R&D. On est là pour ça ce matin. Bienvenue au 72e R&D Corner, le premier de l'année 2022. On est très, très heureux de vous accueillir ce matin pour une présentation des principaux appels à projets de R&D, ceux dont la deadline arrive bientôt et ceux également qui vient d'être lancé. Donc, on est là pour vous aider à vous retrouver dans la jungle de tous ces appels à projets. Nous sommes en ligne, toute l'équipe R&D que je vais vous présenter, ainsi que l'équipe communication de Cap Digital. Donc, juste avant de commencer à vous présenter l'équipe et puis à vous présenter un petit peu le sommaire, aujourd'hui, je vous rappelle les règles pour poser vos questions. Donc, si vous voulez interagir avec nous, nous dire bonjour, bonne année, vous dire bonne année à vous de cette communauté de Cap Digital, n'hésitez pas, vous avez l'onglet chat qui est dédié à ce genre d'échange. Et puis vraiment, si vous voulez poser des questions, soit à l'équipe à la suite des présentations des différents appels à projets, soit à nos intervenants qu'on a la chance d'avoir ce matin, c'est bien l'onglet questions qu'il faut utiliser, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir la visibilité sur vos questions. Donc, posez bien vos questions dans l'onglet questions et vos messages dans l'onglet chat. Donc voilà, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Une petite nouveauté que je vais présenter ce matin, c'est Manuel Singla qui vient de nous rejoindre au sein de l'équipe R&D. Nous sommes ravis de l'accueillir. Manuel était déjà présent au pôle, mais s'occupait plus particulièrement des appels en cascade dans l'équipe Europe. Et donc, il nous rejoint dans l'équipe R&D. Il sera en charge aussi bien des appels à projets européens. Il prendra la suite de Julia, qui se concentrera plus du coup sur la partie financement en cascade et puis financement européen. Et puis Manuel qui vous accompagnera donc dans vos souhaits de postuler sur les appels à projets européens et également dans vos souhaits pour postuler sur les appels à projets régionaux et en particulier ceux qu'on va présenter tout à l'heure, InnovUp et InnovUp Leader PIA. Donc voilà, peut-être Manuel, est-ce que tu veux te présenter à tout le monde Très rapidement, oui, merci Jennifer. D'abord, bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je suis très content de rejoindre l'équipe R&D et d'être présenté ce matin. Donc, si vous avez des questions dans les semaines à venir sur les appels à projets régionaux ou européens, n'hésitez pas à me contacter. Je serai très content de faire votre connaissance et de pouvoir vous aider. Donc, pour contacter les membres de l'équipe, je le rappelle, l'adresse générique, projet@capdigital.com. Et également, si vous voulez nous contacter personnellement, c'est prénom.nom@capdigital.com. Et donc, ce matin, je suis entourée comme chaque R&D Corner, par contre, de mes collègues. Donc, Christelle Ayache, Julia Borowski, donc Manuel qui vient de se présenter, Sarah également qui a rejoint l'équipe récemment, qu'on ne présente plus, mais qui s'occupe plus particulièrement du financement privé. Et puis, évidemment, Philippe qui est toujours là à nos côtés et qui est en charge plus particulièrement des relations académiques et des relations avec les collectivités territoriales. Donc, comme je le disais, une seule adresse pour nous contacter, projet@capdigital.com, on est tous derrière. Et également, vous pouvez retrouver tous les appels à projets sur notre site. Et si vous voulez nous contacter, le meilleur moyen également, c'est de remplir notre petit formulaire en ligne où vous décrivez votre projet et qui nous permettra ensuite de vous proposer un rendez-vous de diagnostic.
Donc voilà, au sommaire aujourd'hui, donc une présentation, la classique présentation de Cap Digital, une présentation des appels à projets régionaux, une présentation ensuite des appels à projets nationaux. Et là, nous aurons la chance d'avoir parmi nous Alexandre Aubry-Lecomte, qui est chargé d'affaires innovation chez BPI France et qui viendra vous présenter toutes les aides au développement Deep Tech, donc un petit focus sur la Deep Tech ce matin. Il le présentera également, mais on pourra revenir dessus si vous avez des questions sur le concours d'innovation iLab, dont la deadline approche puisqu'elle est au 1er février. Et puis ensuite, on décrira un petit peu les appels qui sortent des différentes stratégies d'accélération du PIA4. Ensuite, on laissera la parole pour les appels à projets européens à Julia, qui aura la chance de recevoir également Louis Pineda, chef de projet technique à Terralab, et ainsi que Leven Gurgen, le CEO de la start-up Kentiu. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop écorché vos noms, et qui reviendront sur le projet EU Hubs for Data, et puis ainsi que la présentation des autres appels à projets de financement en cascade. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Christelle pour une petite présentation de Cap Digital et également des aides au développement Deep Tech. Christelle, c'est à toi. Merci Jennifer. Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver en ce début d'année. Bonne année à ceux qui on n'a pas encore eu la chance de le souhaiter. Oui, donc je vais commencer rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas par un petit point sur Cap Digital. Qui sommes-nous ? Pôle de compétitivité au départ et donc collectif d'innovateurs aujourd'hui. On regroupe aujourd'hui toujours plus de 1000 structures adhérentes, associations, loi 1901 de statut. 1000 structures adhérentes et par rapport à nos spécificités et nos thématiques, nous avons donc 800 sur ces 1000 membres, 850 PME et startups. Donc une grande majorité de petites structures, mais aussi 70 et plus écoles, universités, laboratoires de recherche et des organismes de formation que nous accompagnons également et qui font partie de notre collectif. Des grands comptes, un peu plus de 70 grands comptes, ETI et EPIC, qui font partie aussi de cette catégorie. Toujours une dizaine de fonds d'investissement, des investisseurs. On a un collège depuis très longtemps au sein de notre conseil d'administration, donc des investisseurs à différents niveaux de financement qui sont là, qui nous accompagnent et qu'on accompagne aussi au mieux. Et des collectivités territoriales également. Aujourd'hui, on en décompte aussi une petite dizaine. Sans beaucoup d'événements, comme vous le savez, jusqu'en 2020, plus de 110 événements qu'on a organisés en tant qu'organisateur principal ou en tant que partenaire. Toujours un grand nombre de participants et puis notre équipe, 40 permanents environ toujours aujourd'hui, et un réseau d'experts qui est plus grand que 160 même, près de 200 experts qui nous donnent de leur temps et qui nous aident à accompagner l'écosystème. C'est des experts pour la plupart aussi, la grande majorité membres de Cap Digital. Il y a un petit formulaire aussi, d'ailleurs, j'en profite pour le redire, de candidature à expert, pour devenir expert de Cap Digital et faire partie de ce beau réseau d'experts à la fois techno, à la fois métier et business. Donc voilà, et c'est vraiment une de nos grosses forces chez Cap Digital et c'est eux qui nous aident, entre autres, à expertiser et à vous faire des retours et des conseils sur vos projets de R&D. Les 3 grandes actions phares sur lesquelles on accompagne nos adhérents au mieux, c'est donc la R&D. On en parle bien ce matin. C'est une de nos premières actions de sensibilisation, ce R&D Corner, mais on a accompagné un grand nombre de projets, comme vous pouvez le voir, depuis 15 ans chez Cap Digital, et donc labellisé aussi un bon nombre. Et près de 1000 projets aujourd'hui ont été financés avec le label du pôle Cap Digital. C'est la partie R&D. On a la partie accélération avec plusieurs outils derrière qu'on accompagne. Sarah, qui fait partie de notre équipe, s'occupe en particulier de cet axe accélération.
pour voilà, accompagner à lever des fonds privés, vous accompagner aussi sur vos présentations, hein, les decks de présentation aussi face aux financeurs. Et puis, il y a des programmes d'accélération aussi que nous accompagnons, comme le Retail Booster. La troisième grosse action, c'est la partie transformation numérique Open Innovation, qui est dirigée par Stanislas, et donc une super équipe qui aujourd'hui a toute expérience d'organiser donc des challenges, on appelle des projets d'Open Innovation. Dans notre petit jargon, c'est les POC and Go, par exemple. Et donc là, et on en a en cours en ce moment, donc des grands comptes, publics ou privés, qui ont une problématique, qui ont des données associées et pour lesquelles on va dérouler toute une méthodologie pour les aider à trouver des bonnes entreprises ou des bons consortiums pour développer à façon l'outil dont ils ont besoin voilà, pour avancer. Donc on a aussi cette partie-là qui fonctionne très, très bien et sur lequel on avance très, très bien toujours depuis plusieurs années. L'équipe Europe, avec aujourd'hui représentée par Julia Emmanuel. Donc beaucoup de projets européens dans lesquels on est aussi, nous, Cap Digital, partenaire ou même leader, coordinateur. Donc soit on s'occupe de certains work packages, soit on est coordinateur directement. Et donc sur la seule année 2020, on a été impliqué sur 12 projets, par exemple. Voilà, et un grand nombre, donc du coup, parce que des années que notre équipe Europe se développe très, très bien aussi. Et donc un grand nombre de partenaires à l'Europe aujourd'hui, des structures qui peuvent nous ressembler. Et voilà, sur les différents pays européens, en tout cas, un grand nombre de belles relations sur lesquelles qui peuvent forcément vous aider aussi. Et toujours Manuel et Julia, aujourd'hui, qui pourront vous aider aussi, vous, en tant que start-up ou PME ou grand compte d'ailleurs, à essayer de monter sur des projets européens en direct. La cotisation, donc on est une association de loi 1901, donc pour nous rejoindre, il faut adhérer, remplir un petit formulaire d'adhésion. Ensuite, les adhésions sont validées en conseil d'administration et donc ça commence à partir de 200 € pour les startups TPE qui font encore moins de 250 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, et puis après ça augmente en fonction, en particulier du chiffre d'affaires et du nombre d'équivalents temps plein. L'accompagnement R&D, un tout petit focus, comme on le disait là, donc aujourd'hui par exemple, c'est nos actions de sensibilisation. Donc c'est ce R&D Corner que nous faisons depuis déjà plusieurs années, chaque début du mois, et qui permet en fait comme ça de faire le panorama des principaux appels à projets de R&D en cours qui peuvent intéresser notre écosystème. On organise aussi parfois des réunions de ce type webinaire dédiées à un certain appel à projet particulier ou à certains appels à projets particuliers. On en reparlera après. Il y en a un qui se prévoit très bientôt autour de la logistique 4.0. On a également les diagnostics. Ensuite, on vous reçoit en entretien. On vous écoute, on écoute votre projet. Alors, vous remplissez maintenant le formulaire dont parlait Jennifer tout à l'heure, le petit formulaire de manifestation d'intérêt où vous décrivez votre entreprise rapidement et votre projet. Et on vous propose un rendez-vous, on vous écoute et en fonction, on va vous aider à trouver et à identifier le ou les bons guichets de financement qui peuvent s'adresser à votre projet et qui peuvent vous aider. Et ensuite, effectivement, quand on a trouvé le bon guichet ou quand vous l'avez parfois trouvé tout seul, hein, on va, en fonction, donc vous accompagner, faire expertiser votre projet par les experts, vous faire des retours d'expertise qualifiés avant le dépôt de votre projet à l'État et en plus vous remettre un label, cette attestation de labellisation qui est encore, qui est toujours et d'ailleurs de plus en plus revient dans les cahiers des charges. On est très contents, des appels à projets reconnus comme un critère de sélection supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est important. Les mises en relation qualifiées, bien sûr, on est là pour ça et ça, c'est notre quotidien et notre job aussi, de vous mettre en relation avec les bons laboratoires de recherche quand vous avez besoin de chercheurs, les bonnes PME qui ont des compétences complémentaires à vous quand il le faut, des terrains d'expérimentation aussi chez des grands comptes. Ça, n'hésitez pas aussi et on est là aussi pour ça après, une fois que vous êtes adhérent. Et voilà, la labellisation, la visibilité de votre projet. On continue derrière, bien sûr, pendant et après, hein, de toute façon, la valorisation, voilà, qui arrive aussi après,
et l'accompagnement sur le côté industriel et commercial, comme on le peut avec les appels, enfin les dispositifs qui peuvent exister. Le réseau d'experts, je ne vais pas revenir, enfin je ne vais pas aller en détail dessus, même si je suis sûre, il y a toujours chaque R&D Corner des experts aussi derrière leur casque ou leurs écrans. Je les salue encore aujourd'hui. Et voilà, comme je vous le disais, techno, marché, prospective et sciences humaines, business, on a vraiment un réseau très complémentaire et très grand. Et heureusement qu'on les a tous ces gens-là pour nous aider et aider nos projets. Si je continue donc, bon là on rentre vraiment dans le cœur de la R&D et on va arriver aux appels à projets. La R&D effectivement, enfin dans la définition et le financement, donc vous pourrez toujours retrouver dans le manuel de Frascati. J'ai l'impression qu'on a perdu Christelle. Ah. On a perdu Christelle. Alors, le temps qu'elle se reconnecte, je vais prendre juste le relais de la présentation. Donc, elle est en train de vous parler du manuel de Frascati qui donne évidemment la définition de ce qu'est la R&D et donc ce qui est éligible notamment au régime de R&D. Donc, c'est le régime qui est derrière la majorité des appels à projets qu'on va vous présenter. Donc, c'est bien pour développer des projets de recherche, développement et innovation. Et donc, c'est un soutien sous forme de subvention ou d'avance remboursable et qui est derrière ces multiples dispositifs de financement et qui est à opposer au financement qui pourrait découler de la règle des minimis, qui est plus du coup sur des projets avec un développement commercial, et là qui est une aide publique qui se limite et qui est plafonnée à 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. On n'a toujours pas récupéré Christelle, donc je continue. Juste pour vous présenter, mais vous la connaissez, hein, l'échelle TRL, qui est l'échelle de maturité de développement de votre projet, donc l'échelle TRL qui va de 1 à 9. Et vous allez voir que les appels à projets vont se caler sur cette échelle TRL et c'est sur cette échelle que vous devrez aussi vous caler pour savoir où vous en êtes de votre projet et quels appels à projets vous pouvez aller chercher grâce à ces appels à projets. On a récupéré Christelle. Donc, Christelle, j'ai avancé en tant que absence. Et donc, j'ai présenté l'échelle TRL et je te laisse la parole. Pour ceux qui savent que je suis dans ma petite campagne, pourtant nous avons la fibre, ça ne m'arrive jamais, mais petit problème de connexion. Merci Jennifer, merci beaucoup d'avoir avancé. Donc 2 appels importants côté régional, Île-de-France. Donc pour les sociétés franciliennes, l'appel dernier qui est sorti au mois de décembre, c'est le InnovUp Leader PIA. Donc dans le cadre en gros, le concours d'innovation que vous connaissez certainement tous, concours d'innovation Innov au niveau national, en fait se décline en région. Et en région Île-de-France, cet appel s'appelle InnovUp Leader PIA. Donc on est un peu sur les mêmes ambitions globales que de ce concours Innov concours d'innovation Innov qu'on a l'habitude d'accompagner. C'est-à-dire que derrière, la région Île-de-France cherche les leaders de demain. Donc oui, il finance un projet de R&D et c'est les travaux de R&D, de développement R&D qui vont être financés et éligibles pour cet appel. Mais derrière, bien sûr, il y a la croissance de l'entreprise qui va être très importante dans les critères de sélection aussi de l'appel. Donc là-dessus, il faudra, c'est un appel donc monopartenaire, individuel. C'est dédié aux TPE, PME et ETI franciliennes. Les ETI sont éligibles à InnovUp Leader PIA. C'est important de le savoir. Ce n'est pas le cas du Innov, par exemple. C'est des projets de 12 à 24 mois, toujours aidés à hauteur de 50%. Ça, c'est le principe
Et en subvention, 2 tiers, 1 tiers d'avance récupérable. Et donc, c'est des projets qui peuvent aller jusqu'à 500 000 €. Voilà, on est surtout sur ces sujets-là. Donc, toujours critères de sélection, degré de rupture et caractère innovant du projet, bien sûr, potentiel commercial. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment ça. En gros, toujours derrière ces appels-là, finalement, nous, c'est ce qu'on conseille toujours, hein, 3 parties. Voilà, présentez bien qui vous êtes, où vous en êtes aujourd'hui, la belle histoire de l'entreprise. Ne pas hésiter vraiment à rassurer aussi en montrant ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez où vous en êtes exactement. La description du projet de R&D qui va être très importante, qui est la partie qui est financée forcément, donc le projet de R&D dans son détail, ce que vous avez besoin de faire et derrière aussi, toutes les retombées pour l'entreprise après le projet, pour montrer que la croissance de votre entreprise derrière ce projet de R&D va se grandir plus, plus, plus. Voilà, donc ça, c'est très important de comprendre ça. Il y a 3 donc cet Innovap Leader PIA4 sur l'année 2022, il y a 3 dépôts possibles, deadline, relève intermédiaire. La prochaine, c'est le 11 mars 2022. Ensuite, ce sera le 3 juin et ensuite le 9 septembre. Donc vous avez 3 dates possibles pour déposer vos dossiers et ça sera traité, hein, bien sûr, au fur et à mesure des relèves. Et donc pour Cap Digital, il faudra penser qu'on attend vos dossiers. On sait que c'est pas des dossiers finaux, mais des dossiers suffisamment complets pour être expertisables au 18 février pour le 11 mars. Donc là, ce sera important parce que derrière, on va attribuer votre dossier à 2 à 3 experts. On va leur laisser 8 à 10 jours pour expertiser ce dossier et on vous redonnera ces expertises pour 8 à 10 jours avant 8 jours avant le 11 mars pour que vous puissiez prendre en compte toutes les remarques que vous jugerez pertinentes pour améliorer votre dossier. Ça, c'est vraiment le principe de tous les appels à projets, comme ça je l'aurais rappelé. Voilà pour le Innovap Leader PIA4, hein. Je vous laisserai, là on a remis à peu près, voilà, il n'y a pas de thématique. Ça, c'est toujours à retenir. Enfin, il n'y a pas de thématique dédiée. Alors après, c'est les thématiques de la stratégie leader régionale, mais en tous les cas, vous verrez que à peu près, donc étant donné qu'il y a une thématique en plus numérique, tous les membres de Cap Digital et les sujets qui tournent autour de nous sont éligibles à cet appel. Donc voilà. Et si vous avez de toute façon la moindre question, si vous pensez que un projet que vous avez peut répondre à cet appel, vous pouvez remplir le petit formulaire dont on vous parlait et on peut s'entretenir sans aucun problème avec l'équipe, avec une personne de l'équipe pour valider avec vous la pertinence de cet appel à projet. J'interviens, Christelle, pour vous dire également qu'il y aura un webinaire dédié de la région Île-de-France demain sur cet appel à projet. Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire et en savoir plus sur cet appel à projet. Parfait, exactement, c'est demain. Voilà. Et donc, forcément, quand on entend Innovap Leader PIA, on entend Innovap. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. C'est un guichet qui a lieu, qui est tout au long de l'année, hein, qui est le guichet unique maintenant côté Île-de-France, donc pour déposer un projet d'innovation, qu'il soit un projet de faisabilité, un développement R&D ou une expérimentation. Et ça peut être des projets qui peuvent intégrer de la R&D et de l'expérimentation à la suite. Donc, il y a vraiment maintenant aujourd'hui ce guichet Innovap qui est tout au fil de l'eau. Donc, vous pouvez déposer quand vous le souhaitez dans l'année. Après, c'est environ 3 mois en général de traitement pour les dossiers Innovap, pour avoir un premier retour. De notre côté, on accompagne donc, faut prévoir, hein. Faut prévoir quand même un mois, on va dire, de notre côté quand vous avez un dossier propre pour pareil l'expertise, etc. D'abord, on va regarder nous en interne, puis on va le faire expertiser par nos experts. Puis, on va vous remettre un label et vous pourrez déposer votre dossier à la région sur le site dédié Innovap. Voilà, c'est des projets pareils qui peuvent aller jusqu'à 500 000 € de subvention, mais encore plus haut si besoin aussi. Donc ça peut aller de 6 mois pour les projets de faisabilité à 36 mois pour les plus gros projets qui peuvent intégrer de la R&D et de l'expérimentation. C'est les entreprises éligibles, c'est les TPE, les PME, les ETI, les associations implantées en Île-de-France.
Voilà, donc ça c'est important et voilà, pas de thématique, hein, non plus, enfin en tout cas pas de thématique propre sur ces appels. C'est des premiers appels qui peuvent vous aider aussi à avoir, voilà, un petit projet de R&D, à 50 000 €. Enfin en tout cas, c'est voilà, des guichets pour les premiers projets, d'entreprise, après avoir eu l'aide par exemple, l'Innovup, pas l'Innovup, pardon, Jennifer, aide-moi. La bourse French Tech, ou le PIA par exemple, un Innovup peut être une belle continuité aussi pour les premiers appels à projets, donc n'hésitez pas aussi. On accompagne dans l'équipe. À partir de maintenant, c'est donc Manuel qui va reprendre la main sur ces appels régionaux, et donc vous aurez toute l'aide de Cap Digital si vous souhaitez déposer un projet à ces guichets-là. Voilà pour il y avait une question, mais tu y as répondu, donc je te laisse poursuivre. Ah, alors il y a une autre question qui vient d'arriver de Nathalie. Les fonds propres doivent-ils être à minima de 75 kg € pour être éligibles? Alors attends, j'ai pas entendu, pardon. Les fonds propres. En fait, la question, c'est les fonds propres par rapport à l'aide demandée. Effectivement, vous êtes subventionné à hauteur de 45% et donc il va falloir que vous montriez, quel que soit le montant de votre projet, que vous avez les 55% en fonds propres restants ou en quasi-fonds propres. Oui, ça marche à peu près pour tous les appels à projets. Une exception peut-être prête, mais vraiment pour tous les appels à projets, ça sera toujours cette règle-là. Comme on l'a expliqué au départ, voilà, vous ne pourrez pas être financé à plus de 50%. Donc, dans tous les cas, maintenant, au moment du dépôt, il est important de pouvoir justifier des 50% au minimum en fonds propres par rapport à l'aide que vous demandez. Exactement. Une question de Dounia qui demande quel est le TRL pour Innovup Leader PIA 4. On est plutôt sur des projets. Il faut que ce soit qu'il y ait un proto, enfin qu'on soit bien sur un proto fonctionnel. Enfin, on est, je pense, autour de 5-7 si tu penses. Oui, je pense que c'est ça. On doit être autour de 6. Ouais, voilà. À peu près dans tout ce qu'on a vu et qu'on a pu traiter, en tout cas, c'est ce type de TRL-là. Une autre question de Bruno. Peut-on postuler pour Innovup Leader PIA si on a déjà bénéficié de l'aide Innovup il y a 2 ans? Oui, bien sûr, c'est possible. À partir du moment où vous êtes toujours pareil, hein, à partir du moment où vous avez, donc là en plus le programme est fini, comme c'était il y a 2 ans, vous avez aujourd'hui des besoins en R&D, ça rentre dans le cadre de Innovup Leader PIA, vous avez les fonds propres suffisants pour justifier ce nouveau projet, vous pouvez déposer un projet sans problème. Voilà. Bon, on a fait le tour des questions. Super. Alexandre, ça va bientôt être à toi. On a la chance, donc, comme le disait Jennifer ce matin, d'accueillir Alexandre Aubry-Lecomte, qui nous a fait donc le plaisir de venir vous présenter ce matin entre autres l'aide au développement Deep Tech, qui n'est pas tant connue, je pense, de tout l'écosystème. Donc, pour poser vos questions, ça va être pendant la présentation et pour qu'Alexandre puisse y répondre à la suite. Donc, Alexandre, je vais te laisser la main. Bonjour. Bonjour, merci Christelle pour cette première partie et cette introduction. Donc moi, pour rapidement me présenter, donc, je suis chargé d'affaires innovation depuis 2 ans et demi au sein de BPI France. Et donc vraiment, je suis spécialisé dans le financement des startups à tout niveau de taille, que ce soit de la création aux entreprises du Next 40. Donc là, l'objectif de cette courte présentation, c'est de vraiment pouvoir mettre à plat tout ce que l'on sait faire en direct en tant que chargé d'affaires en termes de financement auprès des startups. Parce qu'il y a énormément d'aides qui sont pas forcément connues du grand public et qui ne passent pas par des appels à projets. C'est-à-dire que directement, quand vous êtes en contact avec votre chargé d'affaires, il sera en mesure de vous dire si vous êtes éligible, oui ou non, à telle aide. A contrario, les appels à projets, il y a une candidature et la réponse, c'est plusieurs mois plus tard. Et les deux sont complémentaires. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais présenter aussi ce premier volet, qui sont les aides directes que les chargés d'affaires ont à leurs mains pour pouvoir accompagner les startups dites Deep Tech.
Donc maintenant, c'est un bref rappel, hein, mais c'est toujours important de le rappeler. Qu'est-ce qu'une deep tech? Parce qu'on entend des choses dans tous les sens. Donc deep tech, il y a 4 critères globalement pour être caractérisé comme tel. Il faut qu'il y ait une forte barrière à l'entrée. Donc ça veut dire que là, on est vraiment sur une innovation qui soit technologique et non servicielle. Donc proposer un nouveau service de paiement via une API, s'il n'y a pas vraiment de la recherche par rapport à l'état de l'art, on ne pourra pas considérer que là, il y a une forte barrière à l'entrée. Pour avoir de fortes barrières à l'entrée, ça amène au second critère, qu'il faut que l'entreprise ait un fort lien avec la recherche privée ou académique. Donc, pourquoi ce critère? C'est que en tant que chercheur ou accompagné par des chercheurs ou par des SAT ou des organismes de transfert et technologie, je vais avoir des technologies à la pointe de l'état de l'art que je vais pouvoir développer et commercialiser. Donc, par rapport à ça, maintenant, on rentre plus dans d'autres critères qui sont moins technologiques, mais il faut que ce qui est créé par l'aspect technologique apporte un positionnement concurrentiel fort. Donc, c'est-à-dire que ce que je développe va apporter des nouveaux services que les autres ne pourront pas apporter. Donc, c'est ça qu'on entend en positionnement concurrentiel fort par rapport aux technologies actuelles. Et puis, quand on parle de deep tech, on parle du temps long. Là, juste avant, vous parliez de TRL 456, ouais, ça monte au fur et à mesure. Donc, une deep tech ne met pas sur pied une solution en 1 mois ou 2 mois, sauf cas particuliers. Et on parle vraiment de temps long. On parle plus de 12, 24 mois, 36 mois pour vraiment avoir une technologie qui passe d'un laboratoire ou d'une technologie que vous maîtrisez à vraiment quelque chose de commercialisable à grande échelle. On est vraiment sur du temps long. Une fois que j'ai dit ça, maintenant, il y a plusieurs dispositifs. Chaque dispositif est égal à un moment de vie de l'entreprise. Donc, au début, lorsque le projet est en cours de lancement, donc là, on a des subventions qui permettent de soutenir cette première phase de développement. C'est la phase la plus risquée globalement. Donc, ça s'appelle la bourse French Tech, dite émergence. Par la suite, une fois que l'entreprise est plus robuste, potentiellement à lever des fonds, là, il y a des aides d'envergure, toujours à la main du chargé d'affaires, qui sont les aides au développement deep tech. Juste après, sur cela après, je reviens dans les détails. En parallèle des levées de fonds, il y a possibilité que BPI France abonde via des obligations convertibles. Donc, imaginons, vous levez 200 000 € pour développer votre projet. BPI France a à sa disposition des obligations convertibles qu'il peut rajouter sur cette levée, s'adosser. Et en parallèle, il est aussi également possible de faire une bourse French Tech émergence. Par la suite, il y a les concours qui sont toujours à favoriser en parallèle. Donc là, le concours ELAB, je ne le présente pas, vous le connaissez amplement. Pour entrer plus dans le détail, donc au début de la subvention, c'est vraiment pour le lancement du projet, comme je disais plus haut. Donc c'est pour les entreprises qui sont à moins d'1 an d'ancienneté post-création. Donc ce sont des subventions qui sont à hauteur de 90 000 €. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça couvre 70% de votre projet de R&D. Donc il n'y a pas de critère de fonds propres qui est demandé. Donc ça veut dire que en tant qu'entrepreneur, vous nous présentez un projet globalement de 140 000 €, 150 000 €. Vous avez 30% de trésorerie du projet total. Votre projet est deep tech. Avec ça, on pourra regarder si on peut utiliser cette subvention. Et c'est vraiment une subvention à utiliser dès le début, parce que vu que c'est jusqu'à inférieur à 1 an d'ancienneté. Et il y a énormément d'entreprises qui se créent et qui vont tout de suite postuler à iLab. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous serez lauréat iLab ou même en amont du lauréat iLab, il est possible de faire en direct une subvention Bourse French Tech Émergence. Donc vraiment, les dispositifs sont complémentaires avec les concours. Par la suite, comme je disais, donc, on a le grand frère de la Bourse French Tech Émergence. Donc, il y en a un qui se concentre à hauteur de 90 000 €. Le suivant, c'est au maximum à hauteur de 2 millions. Donc, on voit qu'à chaque fois, ça finance une partie d'un projet de R&D. Sur l'ADD, donc l'aide au développement deep tech, c'est maximum 45%. Donc, on est sur des projets à maximum de 4 millions globalement.
et projet minimum de 800 000 euros. Donc ce grand frère de la bourse French Tech Émergence est compris avec 1 tiers de subvention et 2 tiers d'avance récupérable. Donc l'avance récupérable, il faut toujours préciser, c'est que c'est remboursé à la fin du projet de R&D, puis un différé bancaire. Donc si vous avez un projet de 24 mois, pendant 24 mois, vous ne remboursez rien. Puis après, on laisse généralement 6 mois à 1 an de délai supplémentaire au cas où le projet traîne pour commencer à rembourser. Après, rembourser sur 5 ans. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir de la trésorerie pour développer votre projet de R&D dès le début. Voilà, comment faire maintenant pour demander ces aides? Donc, le chargé d'affaires est vraiment votre point d'entrée. Ayez un chargé d'affaires BPI France. C'est vraiment le plus important. Comme ça, il pourra vous aider sur tout le panel des financements BPI. Donc, avec le chargé d'affaires, vous allez discuter déjà pour savoir est-ce que votre projet peut être qualifié comme Deep Tech. Si le chargé d'affaires conçoit ou pense qu'il est qualifié comme Deep Tech, dans ce cas-là, pour la bourse French Tech Émergence, il va demander un avis interne à BPI France pour dire effectivement ce projet est bien Deep Tech. Donc là, c'est un échange que l'on fait avec des experts en interne sur votre projet pour justement valider ce caractère Deep Tech. Donc c'est assez rapide. Pour le grand frère, l'aide au développement Deep Tech, il y a une étape supplémentaire à ça, puisqu'on est sur des montants, on n'est pas sur des montants de 90 000 euros, mais plus sur des montants potentiellement au maximum à 2 millions. Donc là, on demande une évaluation d'expertise externe. Donc, on a des experts qui sont à notre disposition pour justement expertiser le projet et donner une analyse technico-économique. Donc, sur certains projets, en fonction s'il est de niche ou non, on pourra se passer de cette expertise. Mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que première étape, chargé d'affaires, on valide en interne que c'est bien Deep Tech. Et pour la DD uniquement, de temps en temps, on fait appel à une expertise externe pour être bien sûr et certain que ça rentre dans tous les critères nécessaires, donc les 4 critères. Pour le French Tech Seed, il y a une particularité. Donc là, en rappel, donc les French Tech Seed, ce sont des obligations convertibles que l'on peut adosser à une levée de fonds. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au maximum, il faut que la startup soit plus récente que 3 ans. Et on passe par des apporteurs d'affaires sur les obligations convertibles. Donc, ça veut dire que, typiquement, Cap Digital en fait partie. Donc, vous êtes une entreprise qui levait des fonds. Vous dites, ce dispositif d'abondement à la levée de fonds par des obligations convertibles en plus des subventions, ça m'intéresse. Je vais voir des organismes labellisés French Tech Seed pour qu'ils soient prescripteurs et qu'ils puissent dire, je mets le tampon, c'est bien un projet Deep Tech. Donc, typiquement, Cap Digital en fait partie. Donc là, c'est vraiment un partenaire de choix et à solliciter. Ce qui est bien, c'est qu'on intervient vraiment au début de la vie de l'entreprise avec globalement les French Tech Seed. Donc, si vous levez 125 000 euros, on peut abonder au maximum 2 fois votre levée de fonds. Et donc, le maximum, nous, notre intervention qu'on peut faire, c'est 250 000 euros en French Tech Seed. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il y a les subventions Bourse French Tech Émergence, puis en parallèle, il y a les obligations convertibles à récupérer, et en parallèle, candidater au concours iLab. Voilà, c'est vraiment, il faut tout faire en parallèle. Si votre projet est considéré comme Deep Tech, ça permet réellement d'avoir un boost financier dès le début et de crédibiliser la structure et vous donner les moyens de vos ambitions. Voilà, donc ça, c'est vraiment une synthèse. Subvention, concours iLab en parallèle de French Tech Seed. Et puis après, une fois que cette première étape sera passée, on est à l'aide à développement Deep Tech sur des projets qui sont vraiment d'envergure puisque l'intervention maximum BPI France est de 2 millions. Donc voilà, c'était un rapide condensé que je voulais en tout cas présenter. Bien évidemment, ce sera avec grand plaisir de répondre aux quelques questions vu que je suis allé assez rapidement sur ces dispositifs. Merci beaucoup Alexandre. Oui, nous avons quelques questions. Nous avons quelques questions alors, par rapport au budget. Et en fait, il y en a 2 qui se rejoignent.
Tu disais le budget minimum pour l'aide au développement deep tech. Alors, la question en gros, c'est est-ce que l'aide au développement deep tech est-il de 800 000 € ou c'est l'aide qui sera enfin, est-ce que c'est l'aide ou est-ce que c'est le budget de 800 000 € dont tu parlais au minimum? D'accord. Ok, alors pour commencer à répondre, nous, notre intervention, je vais préciser, notre intervention minimum est de 500 000 €. Et donc, il faut un projet d'1 million, pas 800 000. Ouais, je me suis trompé. Mais c'est 500 000 notre intervention minimum en aide au développement deep tech. Et donc, il faut que le projet soit d'1 million au total. Ok. Et ce projet peut être étalé sur 12, 24 ou, de cas particuliers, 36 mois. Ok. Ça, c'est pour l'aide au développement deep tech. Mais du coup, Manuel demande, du coup, quid du financement des projets de 400 000 € pour les sociétés de plus d'1 an? Alors, 400 000 €, on sera sur une bourse French Tech Émergence. Et si c'est plus d'1 an, dans ce cas, ça ne rentre pas dans le critère de bourse French Tech Émergence. Il y a la possibilité, s'il y a une levée de fonds, de faire un French Tech Seed. Donc ça, c'est labellisé par Cap Digital, par exemple. Il y en a d'autres. Concours à Innov. Ou sinon, il y a toute la gamme classique des dispositifs BPI France qui financent la R&D. Simplement que ça ne sera pas un outil dédié à la deep tech, mais ça sera un outil financier classique pour financer de la R&D. Donc voilà, dans tous les cas, pour les projets pour les beaux projets, avec de la trésorerie et qui sont en mesure de financer une partie d'un projet de R&D, on peut intervenir. Sachant que dans nos dispositifs classiques, comme l'ADD, on finance 50% du projet. Donc si l'entreprise arrive avec un beau projet, qu'elle a 50% en trésorerie, et nous, on peut regarder pour mettre le reste. Simplement que ce ne sera pas un dispositif dit deep tech, mais ce sera un dispositif, une aide à l'innovation classique. Il n'y a pas de trou dans la route, c'est vraiment ce que je tiens à préciser. C'est parfait, c'est ce que... Et puis, il y a InnovUp aussi, que tu as présenté juste avant. Exact, c'est très clair. Pour les startups sur Paris, est-ce que la bourse French Tech Émergence est comme la bourse French Tech réservée seulement aux startups incubées Paris et Paris Senco, ou ça concerne l'ensemble des startups de Paris, même celles incubées ailleurs? C'est un dispositif qui est national. Donc là-dessus, il faut juste bien comprendre que vraiment la particularité d'Île-de-France, c'est qu'il y a la région et Paris qui a un poids économique faramineux. Donc Paris, c'est le Paris Innovation Amorçage. Dès qu'on dépasse le périphérique, ça s'appelle Bourse French Tech. Il y a juste cette particularité, mais en soi, c'est le même dispositif, donc c'est nommé différent, d'une manière différente. Sur la Bourse French Tech Émergence, c'est un dispositif qui est national, ça s'applique à tout le monde. Oui, on a une demande de précision aussi sur la partie deep tech. Est-ce que le fait de collaborer avec des laboratoires de recherche afin d'innover ensemble suffit pour être labellisé deep tech? Pour être labellisé deep tech, il y a 4 critères. Donc, le fait d'être en partenariat avec un laboratoire de recherche, déjà, ça en coche un. Donc maintenant, il y a les 3 autres. Donc, il faut que cette collaboration entraîne une forte barrière à l'entrée. Il faut que le go-to-market soit long, donc pas en 2 mois, hein, globalement. Et il faut que ce soit très différenciant par rapport à la concurrence. Mais oui, en tout cas, ça valide un des critères, c'est indéniable. Très bien, merci. Peut-être rappeler aussi, donc, quand on parle de fonds propres, est-ce qu'on parle bien de fonds propres, enfin la différence fonds propres, trésorerie, est-ce que tu peux juste rappeler ce qui sont considérés comme des fonds propres? D'accord. En fait, ce qui est considéré comme fonds propres, en dessous d'1 an de durée de vie de l'entreprise, ça va être une levée de fonds ou l'argent que l'entrepreneur a injecté dans sa société en capital. Donc ça, c'est la définition globalement des fonds propres en dessous d'1 an. Par la suite, il y a les quasi-fonds propres. Donc là, c'est une subtilité qui est plus importante. Donc là, c'est le coût de compte associé. Donc demain, vous mettez de l'argent dans votre société, cela sera considéré comme du quasi-fonds propre. Nous, pour la Bourse French Tech Émergence, il n'y a pas de critère de fonds propres. Ça veut dire que tant que vous avez la trésorerie pour financer 30% du projet de R&D, nous, on peut abonder à hauteur de 70%. Par la suite, une fois qu'il y a la première liasse fiscale, donc là, globalement, les comptables, les experts comptables ont tout répertorié. Les fonds propres
sont le capital social, la prime d'émission, donc la levée de fonds, c'est la même chose, le résultat de l'exercice. Et puis, s'il y a l'exercice antérieur, le report à nouveau. Ça, c'est vraiment purement fonds propres. La trésorerie, c'est ce que vous avez sur votre compte en banque de quotidien. Donc, il y en a qui est plus aspect comptable. L'autre, la trésorerie, c'est vraiment ce que vous avez au quotidien. Très, très clair. Merci. Merci à toi. Une petite question de notre collègue Stéphane Singier, qui s'occupe des industries culturelles et créatives, entre autres. Est-ce que les projets de plateaux de virtual production sont éligibles aux aides Deep Tech? Plateau de tournage en réalité augmentée avec affichage 3D temps réel sur mur de LED. Alors, dit comme ça, c'est impossible de répondre. Ça. Mais en tout cas, la Deep Tech n'est pas discriminant d'un secteur ou un autre. Bien évidemment qu'il va y avoir un dépassement de l'état de l'art dans tout ce qui est industrie culturelle et créative, surtout avec les métavers, le métaverse qu'on voit actuellement. Donc, c'est pas discriminant. Tout secteur peut avoir son lot de Deep Tech. Il faut juste pouvoir répondre, c'est bête et méchant, hein, il faut répondre à ces 4 critères. Oui, c'est très bien. Très bien, on n'en doutait pas chez Cap Digital, mais c'est très bien que tu puisses le confirmer. Merci beaucoup. Alors, peut-on solliciter la bourse French Tech Émergence après avoir obtenu la bourse French Tech simple et standard? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la bourse French Tech Émergence, la durée de vie, il faut que l'entreprise soit créée depuis moins d'1 an. Donc, ça veut dire que c'est complexe. À la création de la société, l'entreprise aura un projet d'R&D. Elle ne va pas en avoir 2. Sinon, elle n'aura pas les ressources financières. Hein, ou sinon, le projet d'R&D est sous-dimensionné. Donc, non, faut choisir son cheval de bataille. Parce que nous, on a tendance pour rappeler comment, en tout cas, on se positionne, c'est qu'on finance un projet de R&D à la fois. Donc, en fait, on fait confiance à l'entreprise, on finance le projet d'R&D, que ce soit en subvention ou en dette, et on regarde à la fin de ce projet d'R&D qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que cela a été un succès? Est-ce que le business plan a été tenu? Est-ce que le développement ont été tenus? Et en fonction de ce qui s'est passé, on pourra envisager la suite. Mais on ne finance pas 2 projets de R&D de front qui sont totalement dissociés. Il faut choisir son cheval de bataille. Mais c'est ce qu'on répond souvent aussi, exactement. Quand on nous pose la question dans les R&D Corner, c'est important effectivement de pouvoir, pareil, enfin c'est toujours une question de confiance en fait aussi et de montrer effectivement qu'un projet se déroule bien et un premier projet se déroule bien. Alors à la suite, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un deuxième projet qui soit. Exactement, c'est vraiment l'objectif de ces subventions, c'est de dire. De toute façon, c'est de l'aide d'État qui doit être distribuée auprès des entreprises et entrepreneurs pour favoriser l'innovation. On vous fait confiance. C'est vraiment une preuve de confiance au début que l'on fait avec vous. On croit en votre projet, on croit en vous. Et donc, on vous octroie de la subvention. Une fois que cette preuve de confiance a été établie avec justement ces premières subventions, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire par la suite, potentiellement en dette ou encore en subvention. Mais c'est vraiment un apprentissage de la relation mutuelle qui est créée. Oui, c'est la prochaine question. Je pense que en tout cas, ça peut être compliqué à mon avis. Mais est-ce que l'aide de 45% au développement Deep Tech peut compléter le financement en cours de projets R&D avec l'ANR ou le Horizon Europe? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet de R&D n'est jamais financé 2 fois par des dispositifs en subvention ou par concours. Puisque ce sont des critères d'éligibilité globalement. C'est que pour un entrepreneur doit financer sa quote-part du projet de R&D. Donc, c'est-à-dire que nous, on intervient à hauteur de 50%. Il faut qu'il finance 50% restant avec sa trésorerie, sa levée de fonds ou autre. En aucun cas, il ne peut être financé par un autre concours ou appel à projet. Vous prenez vraiment si on s'en rend compte, vous prenez vraiment des risques qu'on demande un remboursement intégral et après la relation de confiance est finie. Donc la réponse est non. On ne peut pas faire financer le même projet par deux dispositifs différents. Tout à fait. Merci aussi pour cette précision. Dounia nous pose, quel est le différé? Est-ce que tu peux rappeler le différé pour le remboursement de l'avance? Alors,
toutes les aides, en dette liées à la R&D, durant toute la durée du projet de R&D, vous n'aurez pas à rembourser cette dette. Par la suite, on sait très bien que les projets de R&D dérapent toujours de 6 mois ou 1 an. Donc, à minima, sur un projet d'1 an, il y aura 1 an et demi de différé bancaire. Potentiellement 2 en fonction des projets. Donc, si vous avez un projet de 24 mois, ça sera 24 plus 6, 30. Et après, c'est toujours, nos dispositifs sont toujours remboursables sur 5 ans quand vous avez commencé le remboursement. Donc, si vous avez un projet de 24 mois, pendant 24 mois, il n'y aura rien. 6 mois de plus, parce qu'on sait très bien que ça dérape toujours. Donc, il y aura 30 mois de différé. Et puis après, remboursable sur 5 ans. Parfait. Je vais juste rajouter une précision. Sur la bourse French Tech Émergence, le premier décaissement est 70% du montant total. Et une fois que l'on a contrôlé les dépenses, donc ce que vous nous avez expliqué, que vous allez dépenser, le décaissement des 30% seront possibles. Pour l'ADD, c'est 60-40. 60 au début, 40% une fois qu'on a contrôlé les dépenses. C'est juste pour précision, parce que de mémoire, je ne l'avais pas expliqué. Oui, et c'est aussi souvent une question qu'on peut nous poser. Ouais, c'est vraiment Ça marche très bien. Écoute, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. S'il y en a encore une petite dernière, n'hésitez pas maintenant, tout de suite, c'est maintenant. Mais je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie, merci encore pour ta présence ce matin. J'espère voilà, que les gens, en tout cas, qui avaient des questions, ont pu poser toutes leurs questions et ont pu avoir, à mon avis, pas mal de réponses. Et voilà, n'hésitez pas, hein, du coup, vous avez compris que sur ces différents dispositifs, hein, bien entendu, on peut vous aider. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent à la suite, on est en lien, bien entendu, au quotidien avec Alexandre. Donc, n'hésitez pas, on pourra vous aider sans aucun problème. Merci encore. Merci beaucoup en tout cas. Et vraiment, n'hésitez pas. Si vous considérez que vous êtes éligible ou que votre projet est suffisamment robuste pour un iLab, candidatez à la bourse French Tech Émergence. Vraiment, les deux sont complémentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir Christelle ou moi-même. Ce sera avec grand plaisir qu'on puisse échanger sur vos projets. En tout cas, passez une très bonne journée et bon début d'année. Merci. Merci encore, Alexandre. Merci. Merci. On va poursuivre sur le concours qui arrive, le concours qui clôture très bientôt. Je crois que je vais continuer sur le iLab, iLab, si on le prononce à la française. C'est ce fameux concours d'innovation donc qui arrive donc là on est toujours au niveau national. Hein. On est au niveau national, c'est la gamme des concours d'innovation. Donc le premier dont parlait d'ailleurs Alexandre tout à l'heure, c'est donc le iLab. Celui-ci, on en parle parce que la clôture est très bientôt, c'est le 1er février. Peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutez sont en train de déposer un projet iLab. Voilà, si vous avez un projet iLab que vous ne nous avez pas contacté et que vous souhaitez qu'on puisse faire expertiser votre dossier, c'est cette semaine ou jamais. Mais on était bien sur la deadline d'aujourd'hui, mais on peut accepter les dossiers d'ici, cette semaine. Donc, si vous avez besoin de retour d'expertise sur votre dossier iLab, n'hésitez pas à nous l'envoyer aussi. Ce concours, c'est donc pour valoriser les résultats de la recherche à travers la création d'entreprises de technologies innovantes. Le iLab, donc, en général, peut être déposé par une société encore justement non créée ou une très jeune société de moins d'1 an. Et donc étudiants, chercheurs, TPE sont éligibles à cet appel. C'est des projets qui sont entre 12 et 36 mois, qui peuvent financer des projets jusqu'à 1 million d'euros. Et l'aide est de 60% en subvention. Donc ça, c'est assez aussi intéressant, cet appel à iLab. C'est juste que là, on est vraiment dans les derniers moments. Donc, ça revient chaque année. Cet appel, on a l'habitude de l'accompagner. Là, simplement, ça clôture le 1er février. Notre deadline pour labellisation était aujourd'hui. Et donc, si vous souhaitez qu'on puisse regarder votre dossier avant le dépôt, alors il faut nous contacter cette semaine. C'est important. Je ne sais pas s'il y a
peut-on cumuler iLab et la bourse French Tech traditionnelle? Je réponds à la question en même temps de Fabien. Si vous avez déjà, enfin, tout dépend. En fait, c'est un peu toujours la même chose. C'est en fonction de la bourse, de la bourse French Tech, vous l'avez forcément sur un certain délai. Si vous avez eu la bourse French Tech, qu'elle est, on va dire, que l'argent a été dépensé, en tout cas qu'elle est clôturée, et que vous êtes toujours éligible dans la durée, dans le nombre d'années d'entreprise, donc vous êtes encore une toute jeune entreprise et que vous avez encore le temps de pouvoir, il se peut que ce soit possible. Il se peut que ce soit possible de le faire. Par contre, c'est quand même compliqué si vous êtes déjà créé et que vous avez engagé une bourse French Tech de pouvoir cumuler le iLab dans l'année. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment faisable dans la vraie vie, mais sur le papier, ce n'est pas impossible en tout cas. Ça, je pense ne pas me tromper, mais j'ai Jennifer qui va revenir pour confirmer peut-être ma réponse. Est-ce que tu as l'habitude de traiter ce concours iLab depuis 2 ans? Est-ce qu'on peut cumuler la iLab et la bourse French Tech traditionnelle? Oui, après, il faut bien montrer que c'est comme tous les financements, en fait. Est-ce qu'on peut les cumuler ou est-ce qu'on ne peut pas les cumuler? Il faut montrer en quoi c'est complémentaire et surtout, il faut, comme l'a rappelé Alexandre, vous ne pouvez pas être subventionné 2 fois pour le même projet. Donc, il faut que ce soit des projets différents. Il faut que les frais que vous engagiez soient des frais différents et donc bien montrer que, en fait, le iLab soit vient en complément de la bourse French Tech que vous venez d'avoir et qui va être sur une partie en fait de votre développement. Il faut montrer en quoi le iLab va venir compléter cette bourse French Tech et que vous avez les reins assez solides pour mener de front déjà les 2 projets et puis aussi 2 les mêmes coûts, enfin pas les mêmes coûts, mais les coûts des 2 différents projets. Donc voilà, rien n'est impossible. Maintenant, il faut dès que vous avez plusieurs financements, de toute façon, il faut bien vous positionner par rapport aux autres financements que vous avez déjà et surtout ne pas cacher les autres financements, mais bien dire en quoi ce financement-là apportera un complément et viendra compléter ou continuer à développer soit une autre brique de votre projet initial, soit la continuité du projet. Donc voilà, rien n'est impossible, mais il faut bien que vous montriez que vous êtes en capacité d'avoir ces 2 subventions et d'assumer aussi la part qui n'est pas subventionnée pour ces 2 projets-là. C'est ça. Pour le concours iLab est-il réservé aux entreprises de moins de 3 ans? Manuel, c'est 2 ans, si je ne me trompe pas, Jennifer. Oui, ça dépend de la date en fait à laquelle vous avez créé votre entreprise, mais gardez en tête que c'est plutôt moins d'1 an et que ça peut glisser jusqu'à 2 ans en fonction de quand a été créée votre entreprise. Donc ça dépend vraiment de la date de création. Il faut regarder dans le cahier des charges si vous êtes éligible ou pas, mais en tous les cas 3 ans. C'est trop et après je crois qu'il y a des exceptions en fonction de si vous avez eu d'autres subventions comme le EPHJ juste avant donc voilà à creuser avec vous Manuel en fonction de tous ces critères là. C'est ça. En tout cas sur le papier c'est marqué vraiment jusqu'à 2 ans. Ouais, exactement. Question de Narek. Le concours iLab est proposé combien de fois par an? Une fois. Une fois par an. Donc effectivement là, c'est 1 fois par an. Donc là, c'était le moment. Voilà. Et c'est toujours à la même période de l'année, c'est-à-dire qu'il sort en décembre et pour une deadline fin janvier, mi-février. Voilà. Donc là, la deadline est le 1er février. Comme vous l'a dit Christelle, même si on a mis la deadline le 11 janvier, on reçoit encore les manifestations d'intérêt et les dossiers jusqu'à la fin de la semaine, on va dire jusqu'au 15 maximum, pour qu'on ait le temps de vous faire les retours, d'expertiser, de vous faire les retours sur votre dossier. Donc voilà, on sait que les deadlines comme ça en sortie de vacances, c'est toujours très compliqué. Et que en plus c'est des deadlines qui sont courtes en fait entre le moment où sort l'appel à projet et le moment de la deadline.
Mais voilà, nous, c'est le délai dont on a besoin pour pouvoir expertiser et vous faire nos retours sur votre dossier. Alors, on n'a pas besoin que votre dossier soit mise en forme, on va dire, et marketée, mais on a besoin que tous les éléments du projet soient à l'intérieur pour que nos experts puissent expertiser vraiment votre dossier et le projet en lui-même, et que ces retours ne soient pas juste signaler les manques de votre dossier que vous n'avez pas eu le temps de compléter, mais que vous avez en tête. Donc voilà. Pour qu'il soit pertinent, il faut quand même qu'on ait un dossier qui soit quand même le plus abouti possible, peut-être pas sur la forme, mais au moins sur le fond et surtout sur le détail du projet. Exactement. Merci. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions du iLab et je vais maintenant te laisser la parole pour présenter les stratégies d'accélération. Merci Christelle. Donc effectivement, on passe sur les stratégies d'accélération. Alors juste un petit rappel, hein, on la donne à chaque fois, mais juste pour rappel, donc il y a 2 logiques d'intervention du PIA 4, l'innovation dirigée et l'innovation structurelle. Donc par exemple, l'innovation structurelle, c'est les appels à projets tels que le e-Lab, qui sont des appels à projets qui sont là pour pérenniser le financement de l'écosystème et qui ont vocation à être récurrents, thématiques ou athématiques, mais vraiment l'enveloppe est dédiée à ce type d'appel à projet. Et puis, de l'autre côté, on a l'innovation dirigée. Et donc là, c'est vraiment des appels à projets pour soutenir les priorités d'investissement stratégique de l'État sur les grands enjeux de transition d'économie et de la société. Et donc, on va avoir là la déclinaison de toutes les stratégies d'accélération qui sont dédiées à cette innovation dirigée. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter là. Donc, on n'a pas présenté tous les appels à projets de l'innovation structurelle, hein. On les présente régulièrement, mais bon, là, on va passer dessus pour laisser la parole également. Mais vous avez dans l'innovation structurelle le INNOV, le IDEMO. Donc voilà, si vous avez un projet individuel ou collaboratif, en tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. Tous les appels à projets ne seront pas présentés ce matin. Donc voilà les différentes stratégies d'accélération du PIA 4 que vous pouvez retrouver sur le site du SGPI pour regarder un petit peu quels sont les appels à projets par thématique et par stratégie d'accélération qui sont sortis dans chaque domaine. Donc là, ce matin, je vais juste faire un rapide focus sur quelques appels à projets des stratégies d'accélération. Alors, sur celle de l'appel à projet logistique 4.0, je vais passer rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a un webinaire dédié jeudi, sur cet appel à projet en particularité. Donc, vous êtes nombreux à vous être inscrits. Je crois qu'on a plus de 200 inscrits sur ce webinaire. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à vous inscrire. La deadline est au 15 mai. Donc, ça concerne, c'est opéré par l'ADEME et ça concerne les projets collaboratifs ou individuels. Et évidemment, l'objectif, c'est d'optimiser, sécuriser et décarboner les transports massifiés et les interfaces multimodiales pour améliorer la compétitivité de la chaîne logistique en France et maîtriser son impact environnemental. Donc, si vous avez un projet qui tourne autour de cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter. Pareil, vous remplissez le formulaire et on pourra vous aider. On peut aussi vous aider à trouver des partenaires si jamais vous voulez rejoindre un consortium. Et comme je l'ai dit, donc vous avez le lien ici vers le webinaire de présentation de l'appel à projet dédié qui aura lieu donc jeudi 13 janvier, et avec les interventions de différentes personnes de l'ADEME qui pourront vous expliquer et répondre à toutes vos questions sur cet appel à projet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On a toujours la stratégie d'accélération 5G avec une prolongation de l'appel à projet Télécom 5G, solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications.
Donc là, on a une première relève intermédiaire qui s'est achevée le 17 décembre et la prochaine est le 9 mars. Donc, c'est bien un soutien au développement de solutions souveraines sur les réseaux télécoms. Et donc, ça soutient les propositions de projets s'inscrivant dans le cadre des axes 2 et 3 de la stratégie d'accélération de la 5G. Et donc, si vous avez un projet de R&D pour anticiper les évolutions de la 5G, n'hésitez pas à postuler à cet appel et à revenir vers nous pour le 9 mars, l'autre relève intermédiaire. On a mis une deadline pour nous déposer le projet au 16 février, mais donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous dès maintenant. La stratégie d'accélération, plutôt côté agroécologie, hein, donc il y a 2 appels à projets. Un appel à projet innover pour réussir la transition agroécologique. Donc l'objectif des projets portés doivent adresser les enjeux de réduction des émissions des gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique et gestion des aléas en agriculture. Donc là, vous pouvez postuler jusqu'au 16 juin et il y a la relève intermédiaire au 15 décembre est passée et vous en avez une autre au 24 mars. Et donc, nous avons mis une deadline pour labelliser vos projets au 3 mars. Mais de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant, que vous ayez un projet individuel, collaboratif, que vous souhaitiez rejoindre un consortium. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet de ce type. De même que l'autre appel à projet qui est l'alimentation durable et favorable à la santé. Donc besoins alimentaires de demain et qui doit permettre au secteur alimentaire de capter l'ensemble de son potentiel économique en accélérant les mutations et en remettant au centre les préoccupations sur les enjeux de durabilité et de santé. Donc vous avez un certain nombre d'enjeux qui sont décrits en dessous. Là, pareil, hein, vous avez une relève intermédiaire qui est au 9 mars, et donc nous recevons les projets jusqu'au... alors j'ai mis 3 mars, mais non, ça ne va pas le 3 mars, jusqu'à fin février. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc je ne les ai pas tous notés. Il y a également un appel à projet sur la stratégie d'accélération autour des bâtiments qui vient de sortir. Si jamais vous avez un projet sur la qualité de l'air des bâtiments, n'hésitez pas également à nous solliciter. On le présentera certainement lors du prochain R&D Corner. Ensuite, sur la stratégie d'accélération IA, on a toujours l'appel à projet maturation technologique et démonstration de solutions intelligentes d'intelligence artificielle embarquée, excusez-moi. Là, il est ouvert jusqu'au 5 octobre. Vous avez une relève intermédiaire au 26 janvier. Donc là, pour la labellisation, ce n'est plus possible. Mais vous en avez une autre au 1er juin. En tous les cas, que ce soit sur de la démonstration ou sur de la maturation, vous voyez, il y a 2 volets à cet appel à projet. De la même manière, si vous avez un projet qui peut répondre à cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter, que l'on puisse regarder avec vous si votre projet correspond à cet appel à projet, que vous ayez un projet individuel ou que vous ayez un projet collaboratif et que vous recherchiez des partenaires. Et je laisse tout de suite la parole à Julien pour nous présenter les appels à projets européens. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne crois pas. Si, justement, avant la transition vers l'Europe, je vois qu'il y a une question pour les projets logistiques 4.0. On doit échanger avec qui en particulier chez Cap Digital ? Alors, deux points de contact chez Cap Digital pour Logistique 4.0, l'équipe R&D, donc projet et moi en particulier, et surtout Renan qui s'occupe de la communauté commerce et retail chez nous et qui pourra également, avec qui on fera les entretiens, les diagnostics et qui pourra vous aider également sur cet appel à
projets. On se présentera d'ailleurs tous les deux lors du webinaire du 13 janvier. Est-ce qu'il y a un webinaire prévu sur le PIA4 dédié au ICC? Alors effectivement, j'ai pas présenté ce matin la stratégie d'accélération sur les ICC. Les appels à projets courent toujours. La première deadline a été écoulée. On a fait un webinaire dédié avec les représentants de la Caisse des dépôts et du ministère. Donc n'hésitez pas, Philippe, si vous le souhaitez, on vous envoie le replay de ce webinaire que nous avions fait. Et les appels sont toujours en cours et on opère toujours ces appels-là, même si je ne les ai pas présentés ce matin. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter, soit Projet, soit Stéphane Singier ou Aurélie Coutts dans l'équipe qui s'occupe plus particulièrement des appels à projets ICC. Donc, voilà. Et effectivement, le replay du webinaire, on peut vous l'envoyer sans problème. Et oui, Dounia, la présentation et le replay vous seront envoyés à l'issue du webinaire. Voilà, je te laisse la parole, Julien. Merci Jennifer, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022. J'invite Levent aussi à monter sur scène. Donc moi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, Julia Morawski, manager de projet européen et avec Manuel, on s'occupe de l'accompagnement Europe pour les adhérents de Cap Digital. Voilà, donc avant de commencer à vous présenter le projet avec Louis et Levent, aujourd'hui je vais vous présenter surtout des appels à projets donc issus d'Horizon Europe ou Horizon 2020 et on va s'intéresser surtout au pilier 2, au pilier 3. Alors qu'est-ce que c'est Horizon Europe en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le programme cadre de R&D de la Commission européenne qui a commencé donc l'année dernière en 2021 et se clôturera en 2022. Le pilier 2, ça concerne, on va dire, principalement les appels à projets collaboratifs et le pilier 3, donc c'est pour une Europe plus innovante. Dedans est inclus le Conseil européen de l'innovation, donc tout ce qui va être en lien avec les programmes EXI, Pathfinder, Accélérateur et aussi les KIC. En quelques mots, je vais vous parler aussi des financements en cascade, car je vais vous en présenter quelques-uns. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit là de financements européens provenant de consortiums européens qui ont eux-mêmes candidaté à la Commission européenne et qui ont une enveloppe pour lancer des appels à projets et développer donc des technologies. L'avantage de ce type de financement, c'est le taux de financement qui peuvent varier jusqu'à 100% des coûts éligibles. Il s'agit de montants qui vont de 5K à 200K. La subvention européenne provenant de H2020 et bientôt Horizon Europe n'est pas comptabilisée dans les règles de minimise. Vous avez plusieurs appels, il en existe aussi bien dans le secteur de l'énergie, de la donnée, du bâtiment, comme on verra plus tard. Il faut soit, selon les appels à projets, soit répondre en candidature individuelle ou en consortium. Il s'agit de dossiers légers. En général, vous avez entre 5 à 15 pages pour répondre et la langue de travail est l'anglais. Ce sont des projets courts allant de 6 à 18 mois et il y a un accès facilité car il y a des partenaires comme Cap Digital, des pôles de compétitivité et vous verrez aussi TerraLab qui peuvent vous accompagner en amont, en tout cas vous donner de l'information sur ces open calls. Quel type de service vous pouvez obtenir lorsque vous candidatez à ces appels à projets? Ça peut être du soutien à la levée de fonds, de l'open innovation, l'accès à à de nouveaux marchés, du transfert de techno, du prototypage et des tests aussi de l'aide pour tester en situation réelle. Où trouver la liste des financements en cascade? Je vous ai mis ici le lien. Vous pourrez récupérer donc le site de la Commission européenne.
Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir donc 2 personnes qui vont venir témoigner, présenter le projet EU Hubs for Data avec Luis Pineda de TerraLab. Bonjour Luis. Bonjour. Qui eux, il nous en dira plus sur ce projet européen dont, si j'ai bien compris, TerraLab est partenaire. Et puis on a Levent Gurgen. Bonjour Levent de Kentu, qui est lui une PME plutôt start-up qui a remporté un des appels à projets lancés par le consortium EU Hubs for Data. Bonjour Levent. Bonjour. Donc je laisse la parole tout d'abord à Luis. Merci. Merci d'abord à Cap Digital pour cette opportunité. Je ne sais pas si c'est à moi de partager les slides ou... Oui, ouais. Vous pouvez vous-même les cliquer sur le lien à droite. Ah oui, d'accord. Super, merci. Et oui, je suis Luis Pineda, je suis chef de projet technique chez TerraLab. Et je suis accompagné par Levent Gurgen, le CEO de Kentu, et on va vous présenter le projet EU Hubs for Data et notamment le deuxième appel à projet et qui est lancé jusqu'au 1er février. Et pour vous inviter à y participer. L'event ensuite va vous présenter l'histoire des réussites de Kentu lors du premier appel à projet. Tout d'abord, je vais présenter rapidement TerraLab. Nous sommes une plateforme d'expérimentation de l'Institut de Mines-Télécom, d'ailleurs issue d'une PIA. Et c'est une plateforme orientée à l'innovation, à l'éducation et à la recherche. Nous proposons des solutions technologiques, de l'infrastructure et des outils, mais à différence d'autres plateformes, nous proposons aussi de l'accompagnement tout au long des projets qui en hébergent, de l'accompagnement légal, de l'accompagnement technique, de l'accompagnement business pour nos partenaires. Nous sommes une plateforme orientée vers la sécurité et la souveraineté, que ce sont des enjeux assez importants dans le contexte actuel européen. Nous sommes une plateforme à but non lucratif dont l'objectif principal, c'est de faciliter le transfert technologique des projets hébergés dans la plateforme vers une plateforme de production. Jusqu'à aujourd'hui, on a hébergé plus de 70 projets et on travaille notamment en partenariat plusieurs fois avec Cap Digital. Actuellement, on est même hébergé dans leurs locaux. Parmi ces projets, on a une stratégie européenne. On fait partie de plusieurs consortiums, comme Julia vient d'expliquer, et aussi on participe à plusieurs écosystèmes européens. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette diapositive, mais si vous avez plus de questions par rapport à nos partenariats européens, vous pourrez me contacter ultérieurement. Aujourd'hui, je veux juste me focuser sur EU Hubs for Data. C'est l'un des projets où on est partenaire. Et EU Hubs for Data, c'est the European Federation of Data-Driven Innovation Hubs. C'est un projet qui vise à devenir la référence européenne pour l'innovation et l'expérimentation axée sur les données. Je vais vous donner juste quelques données clés. EU Hubs for Data, c'est une fédération européenne des DIH. C'est des Digital Innovation Hubs. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des organisations qui sont des accélérateurs de la transformation numérique des entreprises. On accompagne les PME pour aider leur développer leur adoption numérique. EU Hubs for Data propose des catalogues de services et des datasets orientés à la donnée avec l'objectif de faciliter aux PME l'expérimentation et l'innovation axée sur les données. Le projet EU Hubs for Data a commencé en 2020 et va aller jusqu'en décembre 2023, c'est-à-dire une durée de 3 ans. On est 21 partenaires de 12 pays différents et coordonnés par l'ITI en Espagne, avec un budget global de 10,5 millions d'euros. Et particulièrement aujourd'hui, je voudrais vous inviter à tous les PME, les startups ou des entrepreneurs web à participer au deuxième appel à projet, appel à pilote,
qui a ouvert le mois de décembre et qui a pour deadline le 1er février. Qu'est-ce qui c'est de Open Call? Bon, il y a d'abord 60 000 euros de financement et pour 14 projets gagnants. Vous auriez l'accès à des datasets et des services proposés par nos partenaires et avec un financement de support à hauteur de 70 000 euros. L'appel ferme le 1er février et le début des expériences c'est à partir de mai 2022 et pendant une durée de 9 mois. Je passe assez rapidement sur tous ces slides parce que je préfère faire le focus sur le cas de réussite d'une société française, dans l'occurrence Kentu. Mais je vous laisserai toutes mes coordonnées à la fin et vous pourrez me contacter si vous êtes intéressé pour avoir plus de renseignements. Du coup, qu'est-ce qu'il y a pour vous dans cet appel à projet? Vous aurez accès à plus de 150 services et plus de 150 datasets proposés par nos partenaires partout en Europe. Et c'est des services d'infrastructure, des solutions data, des solutions IA ou d'accompagnement business et des datasets ouvertes ou pas ouvertes partout dans l'Europe. Comme je vous dis, de l'accompagnement technique et de l'accompagnement de SAFER et surtout 60 000 euros en aide financière. Et ce qu'on cherche de votre solution, c'est qu'elle intègre plusieurs services du catalogue proposé par Europe for Data, ainsi qu'au moins un dataset du catalogue. Et surtout que la solution contribue au défi de European Data Spaces. Okay. Du coup, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas surtout à aller sur le site internet de l'Open Call qui est indiqué sur le slide. Et ainsi que surtout, il y a un webinaire informatif le 18 janvier. Et sachant que la date limite pour le dépôt des dossiers, c'est le 1er février. C'est une candidature, on va dire, assez simple par rapport à d'autres projets beaucoup plus complexes. Et c'est des projets courts de 9 mois avec un financement de 60 000 euros. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter directement à l'adresse mail indiquée là-bas. Maintenant, je laisserai l'event vous présenter le success story de Kentu lors de la première appel à projet et d'Euros for Data. Merci Louis. Juste avant que Leven prenne la parole, j'ai vu qu'il y avait une question dans l'onglet chat. En général, combien de temps total, heure homme, avez-vous dédié pour la candidature de cet appel à projet? Je ne sais pas si vous étiez partie de l'équipe de montage, Louis. Pour le montage de l'appel, oui. Je ne fais pas partie du projet de l'équipe. Mais peut-être, si c'est pour le montage de la candidature, peut-être c'est l'event qui pourra mieux répondre. D'accord, en tant que candidat répondre. Mais je pense que là, c'était surtout le projet, vous, Louis, TerraLab. Mais je pense que la même question peut s'appliquer exactement pour l'event, pour savoir combien de temps, en général, vous dédiez pour répondre à un open call type financement en cascade. Je laisse donc la parole à l'event. Oui, rebonjour. Vous voulez que je réponde à la question ou Oui. Oui, d'accord. En fait, ça dépend vraiment du call. Comme vous avez mentionné, il y a des calls qui sont juste un formulaire en ligne à remplir ou il y a un dossier de candidature à faire, une dizaine de pages. Mais en gros, si vous avez des idées déjà claires, vous avez déjà une idée, en une journée, vous pouvez déposer le dossier. Donc, il y en a certains, voilà, il faut construire peut-être un petit consortium. Donc là, il faut un peu plus de temps pour établir ce consortium. Mais si vous n'avez pas les idées très claires, voilà, donc on peut dire 3 à 4 jours. Et puis, si vous avez les idées vraiment claires, en une journée, vous pouvez déposer une candidature pour une subvention de, voilà, dépendant, comme vous avez dit, qui peut aller de 30 000, 60 000, 70 000. Qui sont quand même le financement, l'appui, l'aide intéressant quand même pour ce type d'appel. D'accord. Merci Leven pour votre réponse et je vous laisse continuer pour nous présenter donc le projet AI for Sam.
Ok, très bien, merci bien. Et donc, KentU, donc je suis le fondateur et le CEO de KentU. Donc, KentU est une startup issue des travaux de recherche et développement au CEA. Donc, on est fondé la société il y a 1 an et demi. Donc, on continue à faire du R&D, donc justement pour pouvoir finaliser certains aspects de notre produit. Voilà. Et donc, normalement, il y a une animation, mais bon, apparemment, enfin, je ne peux pas le gérer, je pense, à distance. Enfin, ce n'est pas très grave. Donc, nous, on focalise justement sur on accompagne en fait les villes pour leur transformation numérique et écologique. Donc, aujourd'hui, effectivement, les villes absorbent une grande partie de population mondiale et ils produisent une partie très importante des émissions des gaz à effet de serre. Et on a maintenant des technologies émergentes qui peuvent aider à faire face à ces défis, non seulement environnementaux, mais aussi économiques et sociétaux. Donc, ces outils-là, ils sont là, mais ils ont besoin d'un matériel brut très important, donc qui est le data. Le data, justement, c'est le oil d'aujourd'hui, on peut dire. Et par contre, ces données-là, il faut les extraire, il faut les raffiner, justement, afin de pouvoir une donnée qui a de l'essence, qui sont des données actionnables. Donc, nous, on accompagne justement les villes pour pouvoir collecter ces données-là, pour pouvoir extraire de l'information qui sont utilisables par les villes, donc aider à la décision qu'ils peuvent prendre. Donc aujourd'hui, le problème plus technique, on peut dire, c'est le fait que, en fait, les villes, ils ont différents services et chaque service, ils ont leur propre système d'information, propres outils, propres standards, propres protocoles qui, justement, limitent l'impact qu'on peut créer en exploitant ces données-là. Donc, mesurer l'impact de mobilité dans l'environnement ou l'impact de mobilité dans la sécurité ou le planning urbain, donc, qui devient très compliqué parce qu'on ne peut pas justement corréler les données pour obtenir justement des décisions qui peuvent fournir cet impact qu'on cherche. Donc, ce qu'on fait, nous, rapidement, donc on unifie toutes ces données-là, donc sous forme de structures de données communes, sous les API qui peuvent être justement qui peuvent permettre d'accéder à toute cette hétérogénéité de données de manière uniforme, accéder aux données de transport, aux énergies ou l'environnement, donc c'est exactement la même API, et que ça facilite justement tous ces traitements, exploitation de données. Et au-dessus, on fournit des algorithmes de machine learning AI pour pouvoir justement fournir ces recommandations, faire des prédictions, analyse prédictive, pour faire des recommandations et aide à la décision. Et puis au-dessus duquel on a des outils justement qui permettent à interagir avec les villes et les plateformes. Donc je vais passer un peu tout ça et je vais aller plutôt ce qu'on a fait dans ce projet Jobs for Data. Donc comme je disais, un de notre objectifs, c'est justement aider aux villes pour réduire les émissions CO2, en particulier causées par la mobilité. Donc un aspect particulier de notre solution, justement, comment aider aux villes à encourager l'utilisation des modes de transport alternatifs, soft mobilité, en particulier de micromobilité. Donc, dans ce cadre-là, en fait, dans ce projet particulier, justement, donc voilà, qui nous a aidés, on avait des idées, en fait, comment on pourrait proposer aux villes, trouver les meilleurs emplacements dans la ville pour placer ces terminaux de micromobilité. Donc, ça va faire partie de notre offre dédiée à la mobilité. Et donc, ce projet-là, ça nous a permis justement d'avancer, valider la technologie qu'on a développée en utilisant justement ces data et des services qui sont proposés par le projet. Donc, on a entre autres utilisé Open Data fourni de Barcelone et puis par Seclé. Puis l'objectif, c'était justement valider les algorithmes qu'on a mis en place dans le cadre de ces deux villes. On a justement utilisé après les services qui ont été offerts par le projet. Donc, l'accès, infrastructure proposée
par TerraLab. Et puis aussi, il y avait un autre partenaire en Pologne qui nous fournissait aussi une solution d'extrait de l'information des images satellites. Et puis après, il n'y a pas seulement les solutions des services techniques, mais aussi services de consulting business qui nous a aidé justement à établir un modèle économique autour de solutions que nous avons développées. Donc, je ne vais peut-être pas aller très en détail sur des aspects techniques, mais en gros, ce qu'on a fait, justement, on a récupéré tous ces datasets, donc on a été accompagné. Les partenaires du projet qui nous ont aidés à trouver les bons datasets, ils nous ont fourni les liens vers ces datasets-là. Donc, ils nous ont accompagnés aussi côté utilisation de l'infrastructure du calcul et aussi faire cette partie analyse corrélation, justement, c'est nous qui avons mis en place pour pouvoir utiliser les algorithmes que nous avons développés sur le dataset que nous avons intégré dans notre plateforme. Et après, à la fin, fournir cet outil qui prend en compte les différents paramètres en input de type la localisation, la topologie de l'environnement, l'information démographique, et puis l'utilisation en cours des différents types de véhicules, et puis fournir comme output cette localisation optimale des terminaux soit des vélos partagés ou des trottinettes sur la ville. Voilà, donc c'est en gros brièvement ce qu'on a fait dans ce projet. Après, j'ai des slides qui détaillent un peu plus ce qu'on a fait, mais bon, je vais très rapidement passer parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'objectif. Après, je peux peut-être recevoir des questions par rapport à la candidature de ce call-là. Mais en gros, voilà, donc c'était des différents datasets que nous avons intégrés, donc datasets liés à la population démographique, comment on a d'informations sur les gens, comment en fait, quels moyens de transport ils utilisent pour aller au travail, par exemple, des informations sur le point d'intérêt, des informations économiques et des images satellites. Donc ça, c'était l'ensemble de datasets que nous avons eu. Après, avec l'aide de TerraLab et puis le HPC la Pologne, donc ils nous ont aidés à analyser ces données-là, exécuter nos algorithmes justement dans leur infrastructure, stocker les données, les datasets et puis les résultats. Donc, il nous a permis justement d'appliquer nos algorithmes et puis avoir des informations intéressantes à partir de cette analyse que nous avons pu faire et puis à la fin venir avec justement cette interface que nous avons pu développer, alimenter plutôt l'interface que nous avons développée avec la décision que les algorithmes nous avons fourni. Voilà, et puis comme je disais, à part les aspects techniques, donc le projet nous a aussi accompagnés sur comment exploiter les résultats de ce projet-là. Donc plusieurs ateliers qui ont été organisés, donc ils nous ont aidé à faire un diagnostic justement sur l'état de l'art, sur l'état actuel du domaine, de ce qu'on a fait, puis une analyse SWOT, et puis travailler sur un canevas de modèle économique justement pour comment on pourrait exploiter les résultats de projet. Et puis voilà, ils nous ont aidé à construire un roadmap pour inclure les résultats de ce projet dans notre product line, on peut dire. Et puis voilà, donc on est presque à la fin du projet en fait, donc on est en train de finaliser le dernier livrable du projet. Voilà très rapidement ce qu'on a fait dans ce projet-là. Donc j'ai passé un peu rapidement les parties techniques. Je pense que ce qui peut être peut-être plus intéressant de répondre à vos questions potentiellement. Comme IO Apps for Data, comme on vient du COA et qu'on était justement bien habitué dans cet écosystème de R&D, financement de R&D, trouver les bons parties financement. Donc on avait l'expérience justement qu'on a pu utilisé juste après la création de la société. Donc, on a pu répondre à un certain nombre de projets de cascade funding
On en a fait, je pense, 3-4 de différentes tailles. Donc voilà, donc si vous avez des questions spécifiques sur ces types de projets, voilà, je suis là pour répondre. Merci Levent pour nous avoir expliqué votre projet aussi, ce que vous a apporté donc EU Hubs for Data. C'était très clair. Alors je vois que dans l'onglet questions, il n'y a pas de questions concernant le projet ou votre projet Kentu. Donc je vous remercie. Donc à Louis et Levent, et si vous souhaitez donc candidater à au prochain Open Call, il va y avoir un pop-up là qui va apparaître, qui va faire apparaître ma collègue Claire. N'hésitez pas. Louis, vous restez disponible aussi à répondre aux entreprises françaises si elles ont des questions à ce sujet. Levent aussi, vous êtes prêt à rentrer en contact. Je vous remercie beaucoup voilà, pour vos 2 interventions. Et puis, je vais continuer à vous présenter donc les autres appels en cascade. Je vais aller très rapidement. Vous recevrez toutes les slides de toute façon cet après-midi. Vous avez Rich Incubator par exemple, ou la prochaine qui aide à faciliter le développement de solutions innovantes, fiables et sécurisées basées sur les données industrielles et personnelles. La deadline, c'est le 22 février. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le lien. Vous en avez un dans un autre appel en cascade qui est là dans le secteur de la construction. La deadline est le 26 janvier. Vous en avez un dans le secteur de l'énergie ici. Un autre qui s'appelle dans le projet Déméter, donc là qui est dans le secteur agroalimentaire. Ici, il s'agit donc d'une initiative qui s'appelle Next Generation Internet ou NGI, qui a son propre site internet et qui s'intéresse aux technologies liées à l'internet, au web. Ici, donc, vous avez l'ensemble des appels à projets NGI en ce moment ouverts. Concernant Horizon Europe pilier 2, ici je vous ai mis donc comment être éligible pour un consortium, les 6 thématiques qu'on appelle les clusters, les différents types d'actions. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet à nous contacter. Je vous ai mis donc les prochains webinaires et brokerage events, donc des réunions d'information et comment trouver des partenaires pour répondre aux grands projets Horizon Europe pilier 2. Vous avez aussi l'appel à manifestation d'intérêt pour la mission ville. Là, ça va plus avoir un intérêt pour les acteurs type collectivité territoriale. Il reste un webinaire pour vous accompagner le 17 janvier. N'hésitez pas aussi à contacter le PCN Transport ou le PINVille si vous voulez savoir plus d'informations au sujet de cet appel à manifestation d'intérêt. Je vous ai mis une slide ici sur l'ISI accélérateur. Donc les prochaines dates, mais ça reste provisoire, pour répondre à l'étape 2, c'est le 6 avril, 15 juin et 5 octobre. Vous avez le programme Climate Race to Net Zero. Donc là, il s'adresse déjà aux bénéficiaires de l'IIC accélérateur. Donc n'hésitez pas si parmi vous, dans l'Assemblée, il y a des lauréats de l'IIC accélérateur, ce programme peut vous intéresser. Et ici, je vous ai mis aussi les aides pour financer un consultant. Vous avez une aide régionale provenant de la région Hauts-de-France. Vous avez aussi l'ANR qui soutient les académiques et BPI France qui peut aussi vous donner des conseils et aussi une aide concernant de 50% pour une prestation de conseil. Prochain événement Cap Digital Europe, il s'agit de DAPSI Final Event, Showcase of
Innovation in Data Portability. Donc, sachez que Cap Digital est partenaire du projet NGI DAPSI et les lauréats seront présentés lors de cet événement, et nous aurons aussi une keynote de la part de la Deputy Head of Unit de la Data Protection qui viendra donc nous présenter, nous donner quelques lignes directrices à ce sujet je laisse la parole donc à Jennifer pour terminer ce webinaire, ou à Christelle. Oui, merci beaucoup Julia. Ce webinaire touche à sa fin, mais je veux remercier tous nos intervenants qui nous ont aidés et qui ont participé ce matin. Donc merci à eux de vous être rendus disponibles et pour répondre à toutes vos questions. Je remercie également toute l'équipe de Cap Digital, Julia, Christelle, Manuel et Claire qui est derrière le petit logo Cap Digital. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux ce matin. Voilà, vous étiez plus d'une centaine à nous suivre, donc j'espère que vous avez eu toutes les informations qu'il vous fallait. Si jamais il vous en manque, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, on finit cette année avec nos meilleurs vœux. Et donc, et au mois prochain. Voilà, merci beaucoup Claire, tu peux lancer la vidéo. Et à bientôt.